Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de votre magazine d'information. Le président Macky Sall déroule le tapis rouge aux forces vives de la nation, une feuille d'audience marquée par les noms de personnalités fortes de l'opposition invitées confraternellement notre consoeur Diematy Fall. Coin écho, aujourd'hui les mesures fiscales en faveur des entreprises sénégalaises. Le fiscaliste maître Manam Fall s'entretiendra avec Mamadou Ndiaye. Bouillon Culture, les artistes sensibilisent contre le coronavirus, un monde de la culture pas du tout épargné par le méchant virus. Le décès de Manu Dibango en est un exemple. Ailleurs à Conakry, où le virus du football tente de résister au corona, le ballon rond, une grande passion en Guinée, tandis qu'à Touba, c'est plutôt l'économie locale qui est très affectée par la crise sanitaire actuelle. Le diplomate, la déclaration fracassante du secrétaire général de l'ONU sur le Covid-19 en Afrique et les dégâts de la pandémie pour l'économie mondiale, l'économiste Moussa Dembélé sera en ligne. Tranche de vie, un Dundin spécial ce soir, comment vivre dans la sérénité avec la présence du coronavirus. La vidéo de l'ancien ministre Moustapha Guirassy, qui est finalement guéri, a fait sensation. Et puis le portrait d'un animal, le pangolin. C'est cette petite bête qui serait à l'origine de la propagation du coronavirus. Bienvenue. Tapis rouge donc pour les forces vives de la nation. Cette semaine a été marquée par un balai incessant de personnalités politiques et de la société civile au palais présidentiel, tous contre le coronavirus. Est-ce juste le contexte qui dicte sa loi ou faut-il y voir une fraternité naissante dans l'arène politique sénégalaise? C'est le dossier de ce soir, Boubacar Dieng et Gorgui Sow. Idrissa Seck, Malick Gakou, Khalifa Sall, Ousmane Sonko, ils sont nombreux les chefs de partis politiques reçus par le président de la République au lendemain de la déclaration de l'état d'urgence. Chacun des leaders s'est entretenu pendant 10 minutes avec Macky Sall, un acte à saluer. D'abord, dans le principe, je trouve que c'est salutaire. Nous sommes en crise, nous sommes en guerre. Et il est bon que le peuple soit rassuré. Or, quand le peuple voit que le chef de l'État reçoit des forces politiques, y compris des candidats aux dernières élections, donc qui pouvaient être présidentiels, donc c'est plusieurs présidents, entre guillemets, qui sont présents, et ça peut rassurer le peuple pour montrer que tout le monde est d'accord, les querelles sont tues, pour que vraiment on puisse combattre la main dans la main ce virus. Je pense que c'est le contexte qui dicte cette attitude. Et je pense que dans une période de crise comme celle-là, il est tout à fait indiqué que le président de la République consulte toutes les composantes de la nation, y compris les hommes politiques, les autorités religieuses, n'est-ce pas, les syndicats, la société civile, etc. Donc je pense que c'est dans la logique de la crise, donc je pense que c'est à saluer. Toutefois, l'analyste politique est sceptique. Pour Rosner Ludovic, il y a un détournement de l'objectif de la rencontre. De l'autre côté, je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. Parce qu'on a l'impression que l'objectif est détourné. L'objectif, ce n'est peut-être pas de montrer qu'on veut, ce n'est pas de combattre le virus, mais c'est de montrer que la classe politique est réconciliée et que le président Macky Sall est maintenant le grand maestro qui a réussi à mater tout le monde. Et voyez-vous, maintenant que Idrissa Seck, Serigne Modou Kara et autres sont allés au palais, le taux de virus a baissé. Maintenant qu'ils sont allés au palais, est-ce qu'il y a moins de cas communautaires? Donc, à quoi ça sert dans la réalité? Nous sommes en état d'urgence. Donc, il faut que les actions qui sont faites soient des actions d'urgence immédiates pour contrer le virus. Mais quand on prend toute une journée, on mobilise la caméra de la RTS,
du matin au soir pour montrer que tel est sorti, tel est entré, vraiment, je n'en vois pas l'utilité dans un contexte de guerre. À la question de savoir si cette confraternité est réelle ou pas, Mame Maram Seck répond par l'affirmative. De l'avis de l'enseignant-chercheur, cela a fait naître des retrouvailles inattendues. Je pense que c'est le contexte qui a permis ce rapprochement, ce dialogue entre partis politiques. Donc je pense que on ne peut pas dire que ce n'est pas sincère. Moi, je pense plutôt que c'est très sincère de leur part, de la part du président, comme de la part de ceux qui ont répondu à son invitation. L'état d'urgence est décrété le 23 mars. Pour Rosner Al-Soutin, c'est la charrue devant les bœufs. Il déclare que le chef de l'État devrait au préalable s'entretenir avec toutes les forces vives de la nation. Qui est le président de tout le monde, ça, personne ne le conteste. Mais cette décision-là devient une décision nationale. Une décision assise sur un consensus national parce qu'il dira, moi, président, voilà ce que je pense. J'ai consulté les forces vives de la nation, les religieux, l'opposition, la société civile, et ensemble, nous avons conclu qu'il fallait faire ça. Sur cette base, voici ma décision. C'est ça un consensus national. Mais quand vous prenez un décret et le lendemain vous recevez des gens, c'est pour faire quoi? L'enveloppe de 50 milliards initialement prévue pour l'achat de vivres pour l'aide alimentaire d'urgence est revue en Conseil des ministres du mercredi. Elle est de 69 milliards de francs CFA actuellement. Mame Maram Seck soutient que le chef de l'État a pris en compte les suggestions émises. Diamati Fall, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Des retrouvailles inattendues pour reprendre notre reporter Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Khalifa Sall, pour ne citer que ces personnalités de l'opposition reçues par le chef de l'État. Est-ce qu'on peut dire que le coronavirus est en train de réussir là où d'autres ont échoué? Absolument. Je pense que le président de la République a pris des mesures courageuses, notamment celle de convoquer le corps social de la nation sénégalaise pour discuter avec eux et asseoir une réponse commune face à la pandémie du nouveau coronavirus. Et je ne suis pas de l'avis de ceux qui disent qu'on en fait trop. Oui, certains le pensent, oui. Oui, et je ne suis pas d'avis qu'il fallait d'abord consulter les gens avant de prendre des mesures, parce que nous sommes en guerre. Ça ne se voit peut-être pas au Sénégal, parce que nous n'avons pas de cas graves pour le moment. Mais dans d'autres pays, pour ne pas les citer, l'Espagne, la France, etc., l'Italie, les gens sont en guerre. Les gens comprennent qu'on tombe comme des mouches. Donc, je pense que c'est une mesure qui est courageuse. Et c'est pour moi aussi l'occasion de remercier les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui ont remis de l'ordre. Oui. Difficilement au tout début quand même, oui. Difficilement parce que on a parlé de violations policières, mais au fait, quand vous adressez à des gens éduqués comme vous ou comme moi, il n'y a pas de problème. Nous obéissons donc à cette urgence de nous confiner à partir de 20h, de respecter donc cette urgence, de respecter le couvre-feu. Mais quand vous adressez à des gens qui ne comprennent pas, qui sont peut-être ignorants, qui n'ont pas d'éducation ou qui pensent que c'est le lieu de s'amuser, je pense que c'est ça qui a motivé cette réaction. Mais depuis lors, dès le lendemain, les gens ont commencé à respecter strictement les mesures du couvre-feu. Donc, je pense que c'est une mesure courageuse d'avoir convoqué donc, la classe politique. Et je félicite également la classe politique d'avoir répondu à l'appel de la nation, parce que ce n'est pas l'appel du chef de l'État. Là, il est juste l'incarnation de la nation. Et je félicite donc la classe politique tout entière d'avoir répondu à cette urgence nationale, sanitaire, et puis d'avoir fait corps avec le chef de l'État. Oui. Pas seulement la classe politique, il y a également les corps religieux, les religieux, enfin, tous les corps de la nation. Oui, le paradoxe, c'est qu'il y a un dialogue national qui est même en cours avec l'absence de personnalités politiques, surtout de l'opposition à ce dialogue national. Comment vous expliquez ce décalage, ce paradoxe? Oui, parce que le dialogue national, c'est perçu comme quelque chose de politique.
Alors que le coronavirus, il atteint les Sénégalais, il atteint les citoyens sénégalais. Il peut vous toucher, il peut me toucher, il peut toucher des membres de notre famille. Donc c'est ça qui rassemble les gens. En fait, c'est une problématique profondément humaine, d'abord. Oui. Donc les gens ont peur. Quand les gens ont peur, il faut qu'ils se rassemblent autour du chef. Oui, alors au Sénégal, on a souvent parlé de l'absence de consensus fort, même autour de la question casamançaise, par exemple, qui est une question sérieuse. Est-ce qu'avec le coronavirus, vous pensez que ce fameux consensus fort est enfin là, ou s'agirait-il plutôt d'un consensus mou, de circonstances? Mamadou, ça c'est l'avenir qui le dira. Ce seront les prochains jours, les prochaines semaines qui le diront. Mais ce qui est sûr, c'est que ce consensus, il est sincère, parce qu'il a obligé tous les corps de la nation à des efforts et à des sacrifices qu'ils n'auraient pas consentis autrement. Vous avez vu que des événements religieux auxquels les Sénégalais tiennent beaucoup ont été annulés ou reportés. Oui. Ça va au-delà de la politique. Je le répète, ça touche tout le monde. On l'a vu dans le monde. Ça ne touche pas seulement les gens démunis, ça touche tout le monde. Et je pense que la peur est assez forte parce que de toute façon, nous n'avons pas de réponse encore. Nous n'avons pas de vaccin. Nous avons un traitement qui est en cours pour les cas les plus graves en France, en tout cas, ou ici au Sénégal. Je ne sais pas dans quel cas on l'utilise, mais il est utilisé. Donc, on n'a pas de réponse. On est en face d'une pandémie et on n'a pas de réponse. On ne sait pas qu'est-ce qui se passera demain, dans une semaine. Au Sénégal, on y va petit à petit. Au début, on était à 4 cas. Et puis voilà, maintenant, c'est en train d'y aller petit à petit. On ne sait pas. Et nous avons des soucis par rapport à notre réponse sanitaire. Nous n'avons pas les moyens de grands pays qui eux-mêmes aujourd'hui manquent de moyens. Même les grands pays aujourd'hui manquent de moyens. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Union européenne manquent de moyens. Alors, pour des pays comme nous, et en sachant aussi que le confinement, qui est une mesure prise dans certains pays, ne peut pas être pris ici en Afrique de l'Ouest en tout cas. Bon. Parce que... pourvu quand même que l'évolution de la maladie soit maîtrisée. Oui, moi je pense que la presse contribue beaucoup à la prise de conscience citoyenne. N'est-ce pas? La presse parle de ce qui, donne les informations, donne les cas, explique aux gens qu'est-ce que c'est que les cas importés, les cas contacts, les cas communautaires. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire et j'espère qu'on n'en arrivera pas à une explosion. Pour en revenir au consensus social, pour reprendre votre terme, on sait qu'il y a l'état d'urgence, il y a le couvre-feu et l'enjeu aussi, c'est les pleins pouvoirs pour le président de la République qui a d'ailleurs fait adopter le projet de loi d'habilitation. Pour la première fois depuis longtemps, l'Assemblée, dans son unanimité, pourrait voter un texte de loi. Oui, et tout ça, c'est les effets positifs d'une pandémie mondiale. Aujourd'hui, la politique, on la met de côté. On est tous mobilisés, on est en guerre contre le Covid-19. Donc, on met de côté les susceptibilités, on met de côté les particularités, on met de côté l'esprit partisan. Et on se dévoue tous, à quelque niveau où nous trouvons, on se dévoue tous pour préserver les citoyens sénégalais et les citoyens qui habitent au Sénégal de cette pandémie, de cette maladie qui tue comme des mouches ailleurs. On fait face à une nouvelle donne politique au Sénégal? On peut dire ça. En tout cas, on peut dire qu'on peut profiter, qu'on peut mettre à profit cette nouvelle donne pour relancer l'esprit de cohésion, l'esprit de la nation qui prime sur les autres valeurs, qui prime sur le parti, de la patrie qui prime sur le parti. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Oui. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure... Tout en sachant que l'unanimité ou l'unanimisme peut tuer aussi la démocratie, non? Oui, mais cela n'empêchera pas... On a vu ce que des consensus mous ont eu comme conséquence ailleurs. Je ne pense pas qu'on ira vers un consensus mou. Il faut savoir que une fois que l'ennemi... Aujourd'hui, l'ennemi, c'est le Covid-19. Une fois que l'ennemi sera liquidé ou sera neutralisé,
la vie reprendra son cours, mais il y aura, je pense, un avant et un après, pandémie de coronavirus. Merci, Diematy Fall, d'être venu sur le plateau de La Totale. Et bravo à la presse. Merci beaucoup. Point écho maintenant, la rubrique économique de ce magazine d'information. Les mesures fiscales à présent annoncées par le chef de l'État, enjeu 200 milliards de francs CFA. Comment s'y prendre? C'est la question centrale et c'est un dossier d'Abdourahmane Ly. Le coronavirus s'impose et impose ses règles au monde entier sans distinction. Pays pauvres ou pays riches, tous font face aux affres de la Covid-19, notamment dans le secteur économique qui connaît un ralentissement au plan international. Ce qui explique d'ailleurs la redéfinition de plusieurs politiques économiques pour relever l'activité économique. Au Sénégal, le président Macky Sall, lors de son adresse à la nation, a porté à la connaissance des acteurs du secteur privé une remise partielle de la dette des entreprises d'un montant global de 200 milliards de nos francs. Un fait qui vient en appoint aux entreprises au vu de la situation. Une remise fiscale partielle, comme son nom l'indique, est un instrument fiscal qu'utilise l'État en pareille situation que nous vivons lorsque les entreprises sont confrontées à des difficultés pour quand même appuyer, soutenir les acteurs économiques que sont les entreprises, c'est-à-dire les contribuables. Pour ce cas précis, en le cas d'espèce, c'est une remise partielle, donc l'État laisse aux entreprises, n'est-ce pas, une partie, n'est-ce pas, des ressources qu'ils devaient prendre en matière d'impôts pour permettre à ces entreprises, n'est-ce pas, de pouvoir investir et de redynamiser leurs activités. Donc comme le dégrèvement, c'est un instrument fiscal qu'utilise l'État pour permettre aux entreprises de pouvoir respirer en pareille situation. Intéressons-nous à la mise en œuvre de la remise de la dette fiscale partielle. Cette mesure peut soit émaner du contribuable, soit de l'État. Ce cas précis émanant de l'État nécessite un procédé à suivre, nous dit Dr Thioune. L'État peut, par notification, à travers la Direction générale des impôts et de domaine, n'est-ce pas, notifier, n'est-ce pas, aux entreprises qui sont dans le secteur et que l'État devra identifier, n'est-ce pas, leur signifier que maintenant sur tel volet, l'État, n'est-ce pas, se décharge de certains aspects fiscaux. Donc c'est vraiment un instrument vraiment fiscal qui aide à la mise en place d'une politique économique qui va vers une soutenabilité et un soutien, n'est-ce pas, aux acteurs économiques qui sont frappés de plein fouet par cette pandémie. Une situation économique mondiale qui remet en cause le statut de puissance économique de certains pays tels que la Chine, un pays qui a reçu de plein fouet les désagréments économiques de cette pandémie. Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'analyse économique de cette pandémie montre que maintenant, aucune puissance économique, aucune puissance militaire, aucune puissance financière n'est plus à l'abri de ces types de chocs. Ce qui veut dire que maintenant, il faut repenser au modèle de classement des pays qui va intégrer naturellement, n'est-ce pas, le poids de ces structures sanitaires, de sa politique de santé. Et ce qui montre qu'aujourd'hui, donc, ce n'est pas le degré d'ouverture d'un pays qui montre sa puissance ou vraiment son niveau de développement. Ce qui le montre maintenant, c'est qu'il faut avoir vraiment un modèle sanitaire vraiment résilient, performant. En attendant, la pandémie de coronavirus continue son chemin avec son lot de dégâts. Des dégâts qui rappellent la grande récession. Invité Coin Éco, l'expert fiscal et juriste en même temps, maître Manam Fall, qui s'entretient à l'instant avec Mamadou Ndiaye. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Mamadou. À vous. Maître Fall, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Et merci de répondre donc à notre invitation. Vous êtes un expert des questions fiscales. Oui. Et vous vous intéressez aux questions complexes pour les simplifier pour le compte justement de la grande opinion. Le président de la République, le 23 mars dernier, a tenu un discours mémorable en ce qu'il y a des mesures d'exception qui ont été prises et qui nous font vivre justement maintenant dans un régime d'exception aussi. Mais il y a une mesure phare consistant à la remise à plus tard, disons, des impositions des entreprises.
c'est vrai, on a un peu glosé dans la ville, mais tout le monde en parle. Vous savez, nos compatriotes, chacun veut avoir son propre commentaire. Mais il nous faut un spécialiste, et vous en êtes un. Comment on peut aujourd'hui décortiquer très simplement cette mesure prise par le président de la remise partielle justement des impositions fiscales? Ok, je vous remercie, M. Ndiaye. Avant tout, je devrais commencer par exprimer mon soutien à tous les malades du Covid-19, que ce soit à travers le monde, que ce soit au Sénégal, ou bien nos compatriotes qui sont au dehors du pays. Saluer aussi l'action vraiment appréciée des autorités sanitaires par rapport à cette situation et des autorités aussi policières et du ministère de l'Intérieur. Cela étant, effectivement, il faut mettre cette remise partielle-là dans son contexte. Le contexte, c'est quoi? Le président, à travers son discours, a créé un fonds qui se trouve être le Force Covid-19 de montant de 1000 milliards de francs CFA. Et ce montant-là va être alimenté aussi bien par l'État que par les personnes de bonne volonté. Et les partenaires techniques et financiers aussi. D'ailleurs, 69 milliards seront attribués à l'aide alimentaire d'urgence, comme vous le savez. Mais à côté de cela, il y a des mesures, tout un ensemble de mesures, que ce soit des mesures générales, des mesures spécifiques qui ont été accordées. Au titre des mesures spécifiques, on a vu qu'il a mis l'accent sur les secteurs qui sont beaucoup plus impactés, que ce soit le tourisme, à travers l'hôtellerie, la restauration, culture, et même la presse. D'accord. Bon, maintenant, pour les mesures générales, effectivement, il y a une enveloppe de 200 milliards qui a été octroyée à titre de remise. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut entendre par remise? C'est ça la grande question. Je suis tenté professionnellement de dire qu'on doit aussi bien parler de remise gracieuse dans le contexte de droit commun et de remise gracieuse par rapport au contexte exceptionnel que l'on vit. D'un point de vue droit commun, qu'est-ce qui est dit? À travers l'article 706 du Code général des impôts, il est dit que le contribuable qui est en situation financière ou économique difficile voit qu'il ne peut plus faire face à ses dettes, peut demander une remise gracieuse à l'autorité. Donc, il faut procéder à une demande. Il faut procéder à une demande. Ça, c'est le droit commun. Et dans cet article-là, il est dit dette fiscale. Et qu'est-ce qu'on entend par dette fiscale aussi? Bon, évidemment, aujourd'hui, il faut exclure tout le goût, tout ce qui est dette qui devrait être enregistré et comptabilisé au niveau des comptes des états financiers de l'exercice 2019. Vous savez très bien que ces états financiers ne sont pas encore arrêtés ni approuvés. Donc, la date limite de dépôt même est au 30 avril 2020. Donc, on n'en est pas encore là. Donc, quelles sont les dettes qui sont visées? Les dettes qui sont visées, ce sont les montants qui, aujourd'hui, sont constatés au niveau du service du département du ministère des Finances à travers les redressements fiscaux, les contrôles fiscaux qui sont achevés au 31/12, à travers les déclarations en impayé, parce que le contribuable peut déclarer et ne pas payer parce qu'il est dans une situation difficile. À travers aussi les moratoires qui ne sont pas soldés, à travers les dettes qui sont dues au niveau du trésor public ou bien même au niveau de la douane. Et vous savez même qu'une décision judiciaire qui condamne un contribuable et qui est devenue définitive constate une dette, peut constater une dette. Et donc c'est tout un ensemble, et sous réserve des précisions additionnelles que le ministère va apporter, que l'on doit comprendre comme dette financière, comme dette fiscale. OK? Bon, maintenant, ça c'est le droit commun. On est dans une situation exceptionnelle. Et qui dit situation exceptionnelle dit mesure exceptionnelle. C'est à travers d'ailleurs cette mesure que l'État du Sénégal a dit je vais donner les 200 milliards. OK? Bon, maintenant, cette situation donne quoi? Si on avait fait une application stricte des dispositions de l'article 706, il y aurait non seulement une procédure qui est un peu encadrée, mais même le contribuable aurait dû donner ce qu'on appelle l'effort fiscal. L'effort fiscal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous devez à l'État 200 millions, quand vous introduisez votre demande de remise gracieuse, vous devez faire un effort fiscal. Par exemple, le chef du bureau de recouvrement peut vous demander 10%, 20% avant même que la demande ne soit introduite et acceptée. D'accord? Maître, oui. Le processus est long. Oui. C'est un écheveau. Beaucoup de chefs d'entreprise ne vont pas comprendre. C'est ça. D'ailleurs, c'est Mais est-ce que
il y a une possibilité de simplifier la procédure pour que les entrepreneurs d'abord, chacun comprenne ce qu'il peut gagner par rapport à cette mesure du président. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont tout de suite en bénéficier et d'autres qui peut-être bénéficieraient plus tard? Ça c'est vraiment... En comprenant toutefois aussi que la remise n'est pas un effacement. Si. C'est un effacement. C'est partiel, mais c'est un effacement. C'est comme aujourd'hui, vous devez 100 francs et que l'État... Ce n'est pas une suspension, mais une remise. Non, c'est une... Voilà, ils annulent quoi, la dette, une partie de Elle est annulée. Voilà. C'est ça. Donc, autant pour moi. Voilà. Bon, maintenant, dans cette situation exceptionnelle, effectivement, quand le chef de l'État prend une décision, le département du ministère des Finances va appliquer. Okay. Ils y travaillent d'ailleurs en ce moment. Ils y travaillent. Ouais. Ils sont en train de mettre les simulations, de faire les critères pour pouvoir faire bénéficier à certaines entreprises de la place. Mais de toute façon, la mesure est une mesure générale, telle que le dit le chef de l'État. Donc ça va concerner non seulement normalement tous les contribuables qui sont en situation de dette fiscale au 31/12. Oui, d'accord. Concrètement, qu'est-ce qui va être effacé? Concrètement, en termes simples. Si aujourd'hui vous devez de l'argent à l'État, normalement au niveau des États de l'administration fiscale, vous êtes visible. Et donc aujourd'hui au niveau de la DGID, ils sont en train de faire leur liste et leurs critères pour le donner au niveau du ministère des Finances et même de l'économie pour pouvoir effacer ces dettes. Mais on ne peut pas a priori dire que c'est telle entreprise et telle autre entreprise. Ce n'est pas de notre compétence. Très bien. Mais en ce moment où il y a à la fois état d'urgence et couvre-feu, en plus maintenant il y a un confinement qui se prépare, qui s'organise. On a l'impression peut-être que les fiscalistes vont plus travailler que les autres puisqu'ils sont confinés. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de cabinets, y compris le mien, qui sont aujourd'hui, qui font du télétravail. Tout le monde est touché par le Covid-19, c'est pas uniquement... voilà, tout le monde est intéressé. Alors, est-ce que les entreprises, avant même votre arrivée, pour essayer peut-être de sauver un peu ce qui est sauvable dans les entreprises, mais est-ce que les entreprises elles-mêmes sont outillées pour peut-être pouvoir répondre donc à cette disposition? Si. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont très outillées pour répondre à l'appel du chef de l'État, déjà, au niveau de la contribution des entreprises. Ce que l'on demande aujourd'hui aux autorités fiscales, c'est de dire de façon expresse que ces montants-là seront admis en charge d'exploitation. Parce que jusqu'à présent, cette affaire-là n'est pas claire. Et j'en appelle aux autorités parce que si aujourd'hui ils invoquent les dispositions de l'article 9.4 qui disent qu'en période de catastrophe, même si le terme, on peut discuter du terme, si en période de catastrophe, des entreprises font des dons, ces dons-là sont déclarés déductibles. Mais s'il n'y a pas ce papier-là, plus tard, un inspecteur des impôts pourrait légalement dire que moi, je ne les admets pas en déduction. Et là, vous allez supporter presque 37% de ce que vous avez donné à l'État à titre de don pour appuyer l'action du ministère de la Santé. Alors, selon vous, à combien peut s'évaluer cette remise? Peut-être que c'est un peu tôt pour... oui, donc je pense que en tout cas, le montant global est 200 milliards, ça c'est clair. Bon, maintenant, est-ce que dans ces 200 milliards, il y a les entreprises publiques et des entreprises purement privées? Si aujourd'hui, on enlève les entreprises privées, si aujourd'hui, par exemple, l'État dit au 31/12, le montant de la dette est de 350 milliards, disons, ils ne vont pas dépasser 200 milliards, ça c'est clair. Bon, maintenant, si dans ce lot, il y a des entreprises du secteur public, on peut les enlever. S'il reste par exemple 150 milliards, ces 150 milliards seront distribués au niveau des entreprises du privé. Alors, si vous permettez, Momodou, remise partielle, comme son nom l'indique, cela n'efface pas toute la dette fiscale. Mais il y a deux exigences, à mon avis, auxquelles la DGID aujourd'hui fait face. D'abord, l'exigence de faire des résultats, d'atteindre les objectifs. Plus de 1700 milliards pour 2020 en termes de recettes fiscales, mais aussi c'est dans un contexte de lancement du programme Yatal. Comment la DGID pourrait finalement s'en sortir? Bon, ça va être très compliqué parce que ça, vous savez, le budget, ce sont des prévisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette situation actuelle qui intéresse tout le monde, les autorités vont devoir réajuster la loi de finances de 2020. Ça, c'est clair. Sans doute à la baisse même, hein? À la baisse, à la hausse, ça dépend. Parce que si aujourd'hui... dans cette conjoncture, ils ne peuvent pas peut-être s'attendre au moins quand même à une... Oui, mais je vous donne un exemple concret. Pour les 1000 milliards dont il parle, les 1000 milliards seront intégrés dans le budget. Donc ça peut augmenter. Par contre, les recettes qui étaient attendues en termes de TVA seront à la baisse. Parce que vous et moi,
actuellement sont beaucoup plus concentrés à des consommations de produits de première nécessité que d'acheter une voiture. Donc, la TVA va diminuer. Au niveau de l'impôt sur les sociétés aussi, on aura une baisse de recettes certainement. Parce que ce qui était attendu et ce qui va être payé, il y aura une différence. OK? Oui. Bon, sauf que les 1000 milliards sont un emprunt et ça va creuser aussi le déficit public, non? C'est une certaine mesure. Oui. Alors, l'année fiscale commence à... Ça dépend. Hein. Dans les 1000 milliards, il y a des dons. Oui, sinon, il y a plein de lignes financières. Mais l'année fiscale commence quand et se termine quand? Non, l'année fiscale, la définition de l'année fiscale, il faut aller au niveau de la loi des finances. C'est la loi des finances qui dit que l'année fiscale, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, c'est 12 mois. Par contre, il faut la différencier de l'exercice fiscal. L'exercice fiscal, pour une entreprise aussi, ça peut coïncider avec l'année fiscale, janvier à décembre. Par contre, les entreprises qui commencent ou bien qui terminent en cours d'année peuvent avoir un exercice fiscal beaucoup plus réduit. Beaucoup plus grand. Dernière question, Mamadou. Faut-il penser à l'après-crise? Et dans l'hypothèse où, effectivement, on doit penser à l'après-crise, quels sont les scénarios qui peuvent se dessiner? Vous me posez une question qui va au-delà de mes compétences. En termes de projection. Je pense que il va falloir peut-être apprendre de cette crise-là. D'un point de vue économique, moi, le fiscaliste qui parle, il faudrait peut-être que les entreprises se réorganisent davantage. Il faudrait aussi que les salariés essaient d'économiser de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'avec le télétravail, ils ont toujours une chance, mais ceux qui sont en chômage technique, bien sûr, ceux qui sont en arrêt de travail, ça, il y a un problème véritablement. Il faudrait peut-être que les comportements changent. Et d'un point de vue aussi global, il faudrait que les États africains essaient de modifier les relations qu'on a à l'extérieur. Aujourd'hui, on dépend beaucoup de l'extérieur. Donc, il suffit qu'une catastrophe tombe, et là, on est... C'est le cas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le président a insisté sur l'aide alimentaire d'urgence. Tout à fait. Voilà. Très bien. Voilà. Merci Mamadou Ndiaye, merci Madame Fall, expert fiscal, qui était venue nous parler de ces mesures fiscales annoncées par le chef de l'État lors de son message à la nation lundi dernier. La suite de la... Le coronavirus ne nous quitte pas, mais il faudrait bien qu'il s'arrête un instant. Le coronavirus et les artistes qui sont très impactés. La preuve, un des plus grands talents de la musique africaine, Manu Dibango, s'est éteint définitivement à cause du Covid-19. Au Sénégal, les artistes résistent avec la chanson, avec les fresques et d'autres supports, bien entendu, pour sensibiliser les populations. C'est un sujet de Oussama Monique Sagna. Dans le monde du spectacle, les annulations se sont succédées à cause de cette pandémie de Covid-19. Malgré tout, les initiatives se sont multipliées dans la sphère artistique. Des sketchs au petit écran, des fresques murales de Oundougraf qui envahissent les artères et traduisent en images les gestes de prévention. Un engouement qui se justifie face à la situation et la mission bien saisie par Docta, un habitué des sensibilisations sanitaires. On est des citoyens, on est des patriotes, on apporte notre pierre à l'édifice, comme les rappeurs le feront en son, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le pays. Nous, c'est la même chose qu'on fait quand on voit qu'il est temps qu'on apporte, qu'on conscientise ou on sensibilise par rapport à telle ou telle chose. Ce qui arrive avec le coronavirus. On a vu que c'est un truc qui touche tout le monde, c'est pas un truc, c'est une maladie, un virus, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça nous on essaie, comment ça s'appelle, c'est transporteur. Donc il s'accroche à nous pour pouvoir circuler, donc c'est à nous d'éviter tout ce qu'il ne faut pas faire pour qu'ils puissent se déplacer. Donc nous on sensibilise les populations par rapport à ça, en restant sur les consignes données par les médecins. C'est un truc qui arrive dans ce monde et on est obligé de faire face. Et puisque, comme vous l'avez si bien dit, on a un projet qui s'appelle Graphe et Santé, qu'on a toujours utilisé pour sensibiliser les populations par rapport aux différentes maladies qui sévissent tout autour durant toute l'année. Mais pour cette part spéciale et particulière qui est le coronavirus, on a commencé déjà à faire les numéros verts
donnée par le ministère de la Santé et l'orientation qu'on peut avoir par SAMU, qui est de donner ces deux numéros, qui est le 800 00 50 50 et le 15 15. Et pourquoi? Parce que c'est les structures qui travaillent dans tout ce qui est sanitaire qui doivent nous orienter, comment se comporter par rapport à cette pandémie qui touche le monde entier. La musique également fait partie de cet arsenal contre la maladie. Bouba Kirikou l'a compris et n'a pas tardé à regrouper ses collègues chanteurs pour bouter le virus hors du Sénégal. La situation m'a interpellé. Et puis après, je me suis dit, je ne suis pas un écrivain ni un journaliste et je ne peux pas aussi tout le temps apparaître à la télé. Alors pourquoi pas, avec ma profession, chanter tout simplement, sensibiliser la population et puis inviter d'autres artistes pour qu'ils apportent leur pierre à l'édifice. Et quand sensibiliser devient alors un devoir, il ne faut surtout pas manquer à l'appel. Alors, vous savez, les artistes sont des porteurs de voix. Donc, un jour, j'étais là, tranquillement, en train de regarder la télé, et Bouba Kirikou m'a appelé et m'a dit qu'ils étaient en train de préparer un son sur la sensibilisation contre le coronavirus. Et je lui ai dit, mais pourquoi pas, j'arrive tout de suite. Donc, j'ai arrêté tout ce que je faisais et je suis partie le voir de suite et on a enregistré le son Nafi Djogé. Il faut qu'au Sénégal, les gens prennent au sérieux le métier d'artiste chanteur. Donc, voilà, c'est un métier comme un autre. Donc, si nous ne faisons pas ça, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas rester les bras croisés pendant toute la maladie. On ne peut pas rester durant toute la maladie sans rien faire. On doit sensibiliser les populations car notre statut nous le permet. Tout le monde ne peut pas saisir les messages véhiculés. Je magnifie l'élan de mes collègues artistes et j'appelle tous les acteurs culturels à s'y mettre. Si l'État n'a pas lésiné sur les moyens pour faire face au coronavirus, il peut également compter sur le monde culturel qui est déjà bien lancé dans cette guerre contre la Covid-19. Oussama, bonsoir. Bonsoir, on le voit, c'est toute une décibel qui s'abat sur le coronavirus. Alors, sur quoi se base le message artistique pour éviter la désinformation et bien lutter contre le coronavirus? Voilà, quel que soit le domaine artistique de l'artiste, ils se doivent de respecter les consignes de l'OMS ou du ministère de la Santé, à savoir les premiers gestes de prévention, le lavage des mains, la distanciation sociale, j'y arrive, l'utilisation de gel hydroalcoolique, le fait aussi de rester chez soi et d'y sortir qu'en cas de nécessité. Donc, c'est ces messages que les artistes essaient de mettre en avant. Également, les numéros qu'il faut appeler quand on voit les premiers symptômes, la toux, par exemple, une gorge irritée ou bien les maux de tête. Donc, c'est sur ces aspects que se basent les artistes pour faire la sensibilisation, parce que la santé, c'est quelque chose de sérieux. On ne peut pas s'aventurer à parler d'autre chose qui n'est pas prouvé, surtout en cette période de pandémie, avec tout ce qu'on entend comme idée faite sur le coronavirus. Et toujours avec la touche artistique tout de même. Oui, bien sûr. Donc maintenant, le reste, c'est à savoir ce que l'artiste compte apporter pour agrémenter la touche artistique, comme vous venez de le dire, agrémenter ses prestations. Alors, Oussama, reçoivent-ils une contrepartie de la part des autorités, contrepartie financière? En tout cas, c'est des initiatives personnelles d'abord. Le cas des graffeurs, undographes par exemple, ils ont pris l'initiative tout seuls. Peut-être après, ils ont reçu de l'aide. Ça, on n'a pas l'information. En ce qui concerne Docta, c'est un habitué des sensibilisations sanitaires, comme vous venez de l'entendre. Lui aussi, c'est sur fonds propres qu'il fait ses fresques. Sur le morceau de Bouba Kirikou, Corona Nafi Djogé, c'est son initiative. Roman, le rappeur, a mis à disposition son studio. Bouba Kirikou a fait le beat, le son, et une autre personne a fait la vidéo. C'est comme ça que naît ce genre d'initiative. Maintenant, si
les collaborations, c'est juste au niveau des messages, des TDR qu'on envoie aux artistes pour ne pas que le message soit biaisé. Le monde de la culture qui a été reçu il y a quelques jours par le chef de l'État. À part les fresques ou les singles, quelle action sur le terrain? Il y a les vidéos parce que à cette période de confinement ou de rester chez soi, les gens utilisent beaucoup les plateformes digitales. Il y a les vidéos qui sont véhiculées par les artistes, il y a les hashtags, il y a également des dons en nature comme les gels, les masques, les denrées de première nécessité. Certains artistes font des dons de ce genre. Il y en a également comme les comédiens, la journée du théâtre a été annulée, ils ont fait des prestations pour sensibiliser. Il y a également d'autres artistes qui font des dons en espèces. Wally Seck a ouvert le bal, Pape Diouf l'a emboîté le pas, ainsi de suite, Youssou N'Dour. Et il y a d'autres aussi donations qui ne sont pas si médiatisées, mais les artistes en tout cas sont bien là pour combattre le coronavirus. Alors, cette implication de nos artistes dans la lutte contre le coronavirus, est-ce qu'elle existe ailleurs? Ailleurs, on voit cette implication, que ce soit en Europe, en Asie, en passant par l'Amérique, bien sûr. Les artistes se sont levés pour barrer la route au coronavirus, vu qu'ils sont des porteurs de voix. En Ouganda, le chanteur et député de l'opposition Bobi Wine a sorti un morceau pour sensibiliser les Ougandais sur l'existence du coronavirus. Si on va en République démocratique du Congo, les stars de la rumba se mettent à chanter autre chose que l'amour cette fois-ci. Fally Ipupa a sorti un single, Les bisous stop, pour mettre en garde ses fans et leur prier de rester chez eux. L'autre star de la rumba, Kofi Olomide, également a fait pareil. Et en Côte d'Ivoire, Didier Kérosène, le roi du coupé des galets, n'est pas en reste dans cette sensibilisation, Mamadou. Et puis ce soir, avec toi, on ne peut pas ne pas avoir une pensée pour Manu Dibango. Oui, Manu Dibango, qui est la première victime côté monde culturel. On va dire, on espère qu'il soit la dernière victime de cette maladie coronavirus. Une pensée pieuse à ce monument de la musique africaine. On l'espère vivement. Merci, Oussama Monique Sagna. Merci beaucoup. Ailleurs, c'est la Guinée qui nous accueille d'abord. Conakry a une passion, elle s'appelle le football. Arrêter ce sport, même en cette période de crise sanitaire, est pour beaucoup de Guinéens presque impossible. Toutefois, les académies de foot essayent, tant bien que mal, de respecter les consignes des autorités sanitaires à cause du Covid-19. Le reportage à Conakry de Mamadou Mokhtar Soirée. Un samedi matin, les principaux stades des terrains de football de la capitale guinéenne affichent une image inhabituelle. C'est vide, aucune trace de ballon, ni au stade de Nongo, au stade du 28 septembre, ou encore sur les terrains de quartier. Seul le terrain de Russal Matoto est occupé ce matin, et coup du hasard, nous tombons sur cette scène. On a virus. Ah, c'est ça. Même ici, on a. Partout, c'est arrêté, même on s'entraîne là-bas. Partout. Ce militaire en civil, Sakodo, est venu empêcher tout attroupement sur cet espace de jeu. Vous voyez, même dans les pays aujourd'hui développés, ils ont compris. Ouais, nous, on si on est informé quand même, on n'est pas informé. Les gens là sont là. Qu'est-ce que même les voisins vont dire? Non, on reconnaît, on n'a pas raison. Au niveau des informations, c'est le manque d'informations. Il a vu un effectif sur le terrain, il est venu s'enquérir de cela, quoi. Donc c'est juste ça, on l'a fait comprendre que dans une situation, il y a aussi des cas exceptionnels. C'est pour ça que nous avons attiré l'attention de votre venue. Et lui aussi, là, il nous a heureusement compris. Finalement, c'est juste un petit problème d'information. L'entraînement peut continuer. L'officier a tout de même prévenu, ce sera le dernier. Pour nous, direction l'Académie Football Club de Lambani, conformément aux recommandations des autorités sportives liées au Covid-19, cette structure a suspendu les entraînements. À l'entrée de son siège, un dispositif sanitaire est mis en place pour prévenir les pandémies. Comment c'est venu cette idée? Oui, c'est très important. Nous avons déjà un kit sanitaire au niveau du siège et c'est pour vous permettre justement de comprendre aussi que nous sommes dans cette dynamique des autorités sanitaires. On n'aimerait pas travailler avec des gens malades ou travailler avec des gens étant malades. Donc il faut se préserver et préserver la santé des autres. Préserver la santé des autres, des joueurs aussi. Très tôt, les responsables de l'académie ont pris l'initiative de laisser les enfants à la maison. Aujourd'hui, les enfants, on leur a dit de rester à la maison
en attendant jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu va nous réserver avec cette histoire de coronavirus. Cap sur le terrain de Taouya, lieu d'entraînement de l'Académie Football Club de Conakry, le coach principal, qui lui a pour l'instant préféré poursuivre les entraînements, regrette tout de même les conséquences économiques notamment qui pourraient affecter la discipline. Parce que vous savez, nous-mêmes qui sommes là en tant qu'entraîneurs, s'ils ne viennent pas au terrain, c'est là que ça ne va pas. Parce que quand on voit d'abord les clubs de la Ligue 1, Ligue 2, tout est arrêté. Par exemple, nous, c'est là-bas qu'on gagne pour nourrir nos familles. Et aujourd'hui, le football, le championnat guinéen, ça ne joue pas tout est bloqué, ça va beaucoup jouer sur nous. Au-delà de cette pandémie qui vient complètement bouleverser le milieu sportif guinéen, le défi aujourd'hui pour de nombreuses académies, c'est d'assurer la continuité. Sur le plan administratif, nous travaillons pour réunir les conditions afin que nous puissions être prêts pour des éventualités. Parce qu'une fois que vous êtes un club affilié, c'est fort probable qu'on vous invite à jouer, pourquoi pas, la Coupe nationale, ou peut-être avec la division d'honneur. Il y a des compétitions nationales qui vont être bientôt organisées. Donc, administrativement, nous travaillons pour réunir les conditions à ce. En attendant la fin de cette pandémie, les académies de Guinée travaillent à laisser le ballon au repos. Pour les clubs amateurs, c'est encore plus compliqué pour l'instant. 19h45, c'était là la première partie de votre magazine d'information La Totale. L'info toute chaude se poursuit. C'est l'heure d'Adama Anouchkaba. Adama, bonsoir, bon journal. Adama Anouchkaba qui ne va pas manquer de prendre le micro dans quelques secondes. Il est 19h45. Adama, bonsoir. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de ITV, le journal, nouvelle journée, nouveaux chiffres, 12 nouvelles contaminations au coronavirus ce dimanche au Sénégal. Les 8 sont des cas contacts, les 4 des cas importés, mais 27 patients sont actuellement guéris. Tout de suite, les précisions du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Ce dimanche 29 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 151 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit de 4 cas importés et de 8 cas contacts suivis par nos services. 9 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 142 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 27 guéris et 115 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Moustapha Guirassi est compté parmi les 9 patients déclarés guéris aujourd'hui. Il a lui-même fait une vidéo postée sur sa page Facebook, une vidéo dans laquelle l'ex-ministre annonce sa guérison en remerciant le personnel soignant du centre de traitement de Diamniadio. Regardez. Testé encore plusieurs fois, test négatif. Je peux dire que tous vos vœux ont été exaucés. Le bon Dieu a fait que je vais très bien maintenant. J'ai fait plusieurs tests. Les tests sont revenus négatifs. Je remercie tous les Sénégalais qui ont prié pour moi. Tous les Sénégalais de toute obédience, de toute religion. Les religions chrétiennes, la religion musulmane, tous ont prié pour moi. Aussi les Sénégalais qui sont dans la diaspora, les Sénégalais aussi d'ici, dans le monde politique. Je remercie aussi le chef de l'État, les initiatives qu'il a prises pour que les Sénégalais soient un dans cette bataille contre cette maladie. Aujourd'hui, je pense que je suis guéri du coronavirus Covid-19.
ñu ngi taxaw patient yi bu baax a baax a baax a baax ñu jar a jàppale la ñu jar a soutenir la ñu maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. Le combat contre le coronavirus est l'affaire de tous pour une lutte plus efficace au Sénégal. Le professeur Koumba Touré Kane pense qu'il faut décentraliser le dépistage à l'intérieur du pays. Invité du jury du dimanche, la virologue à l'IRSF consent également au traitement par la chloroquine porté par le professeur Didier Raoult. Explication Cheikh Hassan Fall. Face à la menace que représente la nouvelle maladie à coronavirus, l'union des forces est primordiale pour endiguer la propagation du virus. Cela, les deux instituts que sont l'IRSF et l'Institut Pasteur en sont conscients. Et même s'ils ne collaborent pas, la concurrence n'existe pas chez eux, surtout en cette période. Il n'y a pas de concurrence entre les deux instituts. Nous sommes vraiment deux instituts ayant des objectifs, chacun qui sont des objectifs assez différents. Mais nous n'avons pas de collaboration réelle dans le cadre de ce Covid, ça il faut le reconnaître. Il faudrait. Oui, ce serait l'idéal, mais nous ne sommes pas vraiment des concurrents. Actuellement, avec la technologie que nous avons, nous pouvons faire jusqu'à 120 tests jour, voire plus. Et nous avons une machine qui peut aller jusqu'à une cadence très très élevée. Vu la vitesse dont le virus se propage sur le territoire national, décentraliser les tests serait un atout majeur pour la lutte contre le coronavirus. Pour pouvoir vraiment combattre ce virus, il faut décentraliser la détection. Parce qu'il faut savoir qui est porteur du virus et pouvoir épargner la personne qui est vraiment porteuse du virus. Et plus on démultiplie les sites où le test peut être réalisé, plus on va gagner parce qu'on pourra détecter beaucoup plus précocement les personnes et rompre la chaîne de transmission. Le traitement à l'hydroxychloroquine prodigué par le professeur Didier Raoult, une chose à prendre très au sérieux vu les antécédents du professeur avec d'autres virus comparables au nouveau corona. Le professeur Didier Raoult, c'est un scientifique de renom qui a fait énormément dans le domaine de l'infectiologie. Et le fait qu'il ait dit que la chloroquine a une efficacité, c'est une piste. C'est une piste qu'il faut vraiment confirmer. Lui, au préalable, il avait déjà étudié la chloroquine sur d'autres coronavirus. Et il avait trouvé une efficacité antivirale de cette molécule. Quand il y a eu l'avènement de ce coronavirus Covid-19, il a juste réessayé. Même si le traitement à la chloroquine s'avère efficace, le patient doit attendre une dizaine de jours pour montrer des signes de guérison. Raison pour laquelle nos chercheurs ne doivent pas baisser les bras, mais plutôt poursuivre les recherches pour avoir un traitement qui pourrait être plus rapide et beaucoup plus efficace. Pour expliquer les origines du Covid-19, des pays comme la Chine et l'Iran ont dénoncé une probable attaque biologique. Le regard du professeur Koumba Touré Kane, ce n'est pas logique selon elle, vu l'ampleur des dégâts que la maladie est en train de causer sur toute la planète. Regardez. Personnellement, je ne pense pas. Une guerre biologique existe, qu'elle peut être bactériologique ou virologique, ça existe parce que au sein des laboratoires maintenant, avec les génies génétiques et la biologie moléculaire, on peut fabriquer ce que nous voulons. Mais ça m'étonnerait que cette épidémie qui est là soit vraiment à l'origine d'une guerre. Même si ça s'est échappé d'un laboratoire, ce serait de façon accidentelle. Parce qu'une personne qui utilise une arme biologique doit circonscrire là où l'arme biologique doit aller. Mais là, aucun continent n'est épargné. Tout le monde a reçu on peut dire, sa dose de coronavirus. Oui. Donc, cette piste vraiment de guerre biologique, moi, personnellement, je n'y crois pas. Si c'est un virus qui est fabriqué dans un laboratoire, ce serait un échappement accidentel. Direction Saint-Louis, les pharmaciens de la région ont remis un chèque d'1 300 000 de nos francs au gouverneur. Une contribution à la lutte contre la pandémie. Voici leur porte-parole, Dr Alun Diagne, et répond à Momar Alisnian et Alecham. Nous avons pensé qu'il était de notre devoir de participer à cet élan de solidarité défini par M. le Président de la République
et de suivre non seulement l'ensemble des directives, même s'il y a des fois des contraintes là-dedans, mais également de faire en sorte que toutes nos actions aillent dans le sens de prendre des gestes justes pour permettre à l'État, à côté des populations, de sortir de cette crise médicale qu'est cette pandémie. Nous sommes donc venus apporter une participation symbolique de l'ensemble des pharmaciens de la région à monsieur le gouverneur pour les appuyer sur cette lutte-là qui est une lutte de tout le monde. Et nous restons à Saint-Louis pour parler toujours de dons. Les Dara ont reçu des vivres pour traverser cette période. 30 tonnes de riz, du sucre et d'autres denrées. Les détails dans cette correspondance de Momar Alisnian et Alecham. Afin de permettre aux talibés qui sont confinés à cause de l'état d'urgence, le ministre du Développement communautaire et de l'équité territoriale, par ailleurs maire de Saint-Louis, leur vient en aide à travers un don de 30 tonnes de riz et 200 kg de sucre. Nous avons conseillé aux Serigne Dara de retenir les talibés au niveau des Dara même. Donc en conséquence, vous avez bien compris que au niveau donc de ces concessions, naturellement, il va falloir leur apporter l'aide qu'il faut pour pouvoir, en tout cas, non seulement survenir à leurs besoins, mais surtout, en tout cas, ne pas être en situation d'insécurité alimentaire. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de leur apporter du riz et du sucre, en attendant que donc, cette situation-là puisse être dépassée. Au-delà de ce geste, le ministre du Développement communautaire et de l'équité territoriale annonce la distribution prochaine par l'État du Sénégal de kits alimentaires à près d'1 million de ménages. L'État va toucher environ 1 million de ménages. 1 million de ménages, c'est à peu près 8 millions de Sénégalais qui seront bénéficiaires effectivement de ces kits alimentaires. Au cours de la semaine prochaine, certainement, je tiendrai une conférence de presse et une communication appropriée pour un petit peu expliquer comment l'État compte s'y prendre, en tout cas pour accompagner les populations dans leur activité. Non seulement donc c'est des activités qui ont été impactées par le ralentissement du travail, par le ralentissement du temps de présence des ménages donc hors de leur concession. En conséquence, naturellement, donc, c'est des personnes qui, effectivement, demandent à être assistées. Le maire de Saint-Louis a par ailleurs appelé les populations à continuer à respecter les consignes du ministère de la Santé dans la ville de Saint-Louis, qui jusqu'ici n'a enregistré qu'un seul cas positif de contamination à la Covid-19. Entre autres sujets débattus ce dimanche dans l'air du temps, ces Sénégalais qui ne respectent pas le couvre-feu, un comportement de défiance qui découle de plusieurs facteurs selon le psychosociologue Ousmane Diaye. Son co-débatteur Cheikh Tidiane Sow, coach en communication, estime qu'il faut laisser aux Sénégalais le temps de comprendre c'est quoi un couvre-feu et l'état d'urgence. Le point avec Mamadou Gaïkassé. Le refus d'une frange de la population de se conformer au couvre-feu résulte de plusieurs paramètres, décortique ce psychosociologue. Regardez au niveau des quartiers populaires dans la région de Dakar, les conditions dans lesquelles les gens vivent, se transportent, etc. Vous voyez tout ce que cela pose comme problème. Vous allez en milieu rural, vous voyez également que cette grande masse de la population, effectivement, va résister à toutes ces directives. Il faut laisser aux populations le temps de digérer les mesures prises dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, soutient ce coach en communication. Ça a pris 2 soirées pour que les gens comprennent, disons, les mesures qui sont demandées et pour qu'ils les respectent. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours un temps de retard pour les populations pour digérer, disons, les restrictions de liberté qui leur sont demandées. On ne peut se permettre de perdre du temps. Il n'est pas question d'en donner davantage aux Sénégalais pour qu'ils se conforment enfin aux mesures décrétées, lui rétorque son vis-à-vis. Le danger est immédiat. Aujourd'hui et maintenant, il faut effectivement faire face, il faut lutter contre la propagation du virus. Au premier jour de l'entrée en vigueur du couvre-feu, des scènes de violence ont été notées dans quelques localités du pays. Depuis lors, l'interdiction de circuler est observée et suivie de plus en plus par les populations.
À présent, je vous propose cette correspondance particulière de Léonie Mandon depuis Québec au Canada. Elle nous fait le point sur la situation actuelle liée au coronavirus. Nous sommes au Canada, plus précisément au Québec, en plein cœur du centre-ville. Comme vous pouvez le constater vous-même, les rues sont vides, tout est fermé, tout est au calme. Sur recommandation de l'État, les gens sont en confinement. Cela fait 2 semaines aujourd'hui et pas plus tard qu'avant-hier encore, l'État recommandait aux gens de rester encore chez eux jusqu'au 13 avril. Mais il faut préciser que les écoles ne rouvriront leurs portes que le 1er mai. Alors, pour en revenir aux rues calmes, voilà, vous pouvez le constater, tout est fermé, les entreprises sont fermées, les restos sont fermés. D'habitude, ici, il y a du monde, il y a de l'ambiance, les restos sont ouverts, les touristes sont partout, mais constatez-le par vous-même, tout est fermé, tout est vide, c'est au calme. On voit encore quelques gens marcher, mais c'est pour prendre de l'air, c'est pour faire quelques courses ou c'est pour profiter un peu aussi du calme, ça il faut le dire. Mais sinon, la plupart restent chez eux sur recommandation de l'État. Covid-19 oblige, les gens sont chez eux, les gens sont en confinement et c'est ainsi que ça se passe depuis plus de 2 semaines maintenant. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi, mais restez avec nous. Dans un instant, la suite de la Totale avec Mamadou Ibrakan. Merci Adama Anouchkaba. Toutes nos excuses avec ce virus qui s'est glissé dans le dispositif son de notre chaîne. Une solution sera très rapidement trouvée, bien entendu. La suite de la Totale donc dans une poignée de secondes. Ailleurs après Conakry, Touba et c'est Gorandaglo qui nous accueille. Touba, la capitale du mouridisme où l'économie locale est très affectée par cette crise sanitaire. Commerçants et industriels s'inquiètent beaucoup de cette situation. Notre correspondant. L'économie au point mort à Touba. Le coronavirus est passé par là. Les commerçants et industriels du Sénégal ressentent déjà l'impact du Covid-19, selon le président de cette association qui s'inquiète sur la situation actuelle. Cela nous inquiète beaucoup car nous ne pouvons plus sortir du pays et ça commence à perdurer. L'économie se porte de plus en plus mal. Je peux dire que le coronavirus infecte nos activités. Une économie au ralenti, l'importation en difficulté. Ces commerçants et industriels étalent leur souffrance. Il y a de nombreux opérateurs économiques qui s'activaient dans l'importation, mais depuis que la pandémie gagne du terrain, ils peinent à sortir du Sénégal. Il y a même des commandes qui stagnent en Inde, car le Covid-19 est passé par là. Va-t-on vers une flambée des prix des denrées de première nécessité? Le président de l'ACIS rassure. J'invite tous les commerçants à la clémence et à la solidarité, car les temps sont durs et nous sommes en guerre avec un ennemi invisible. C'est pourquoi nous devons éviter toute hausse des prix des denrées de première nécessité. Soyons solidaires et unis pour vaincre ce virus. À cet effet, ces commerçants et industriels du Sénégal plaident même pour l'allègement des dépenses au foyer en cette période de crise.
Il n'y a pas de travail, donc il y a des gens qui souffrent et nous devons les aider pour qu'ils se relèvent. J'invite les propriétaires des magasins, des maisons à faire preuve de solidarité en ce moment où bon nombre de personnes ont besoin de soutien. soo mënta bàyyi 100 000 yëpp na nga ko xaaj ci digg bi ne ko 50 000 naa la ko bàyyil nga dimbali na kooku loolu daal ñoo ngi koy ñaan askan yëpp koo xam ne mën nga ko na nga ko def ngir yàlla ak ngir dimbalee ko sa askan. Touba, première zone touchée par la pandémie du coronavirus, d'où la mobilisation de toute une communauté pour éviter le pire. Le diplomate, c'est la rubrique consacrée aux questions internationales. En ligne ce soir, Demba Moussa Dembélé, économiste. Bonsoir. Bonsoir, Mamoudou. Alors, tout d'abord, le secrétaire général de l'ONU qui prédit le chaos en Afrique en soutenant que le coronavirus risque d'y causer la mort de millions de personnes. De quel côté vous vous situez? De ceux qui pensent que sa déclaration peut être compréhensible ou plutôt vous estimez qu'il en a dit un peu trop? Merci. Je pense qu'il en a dit un peu trop parce que quand même, je crois qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà pris des mesures, qui ont pris la mesure du danger et qui font tout pour prévenir, en tout cas prendre les mesures qu'il faut pour que cette pandémie affecte le moins possible leur population. Et je pense peut-être qu'il est un peu alarmiste pour essayer de mobiliser des fonds et davantage une prise de conscience de la part à la fois des dirigeants et des populations de l'Afrique. Mais je pense que sinon, il exagère un peu. C'est quand même le secrétaire général de l'ONU, sa parole a un poids très lourd. Évidemment, sa parole a un poids et c'est un peu l'écho du directeur général de l'OMS qui a averti les Africains depuis longtemps, leur demandant de se préparer. Mais parler de chaos, quand même, je pense que c'est un peu fort. À mon avis, c'est juste mettre un peu la dose un peu au-dessus du cran pour que les gens prennent conscience et surtout inciter les dirigeants africains à faire plus pour prendre des mesures qu'il faut. Mais le chaos, je ne pense pas que le chaos va s'installer en Afrique. Un mot de trop qui peut faire du bien à l'Afrique finalement, vous y croyez? Oui, parce que ça peut effectivement inciter les dirigeants et les peuples africains à faire très attention et à se dire, à se départir de certaines attitudes. Parce que comme vous le savez, chez nous, certains d'entre nous disent non, ça ne peut pas toucher les Africains, qu'il y a des remèdes traditionnels qu'on peut utiliser pour guérir cela. Mais je pense que la déclaration du secrétaire général des Nations Unies et celle du directeur général de l'OMS vont aider les gens à plutôt prendre conscience du fait que personne n'est épargné. Les Africains comme les autres sont en danger par rapport à cette pandémie. Alors, Demba Moussa Dembélé, il y a au moins une certitude, c'est la crise économique grave dans laquelle la pandémie a plongé la planète. Concrètement, quels sont les impacts négatifs que vous avez identifiés en votre qualité d'économiste? Écoutez, les impacts négatifs sont très nombreux. D'abord, on est déjà... C'est la récession mondiale, puisque la directrice générale du FMI l'a dit hier ou avant-hier. Et les grands pays comme l'Europe, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine sont presque à l'arrêt. Et si ces pays sont à l'arrêt, qui commandent presque 70 à 75% de l'économie du PIB mondial, ça veut dire que le monde entier est presque à l'arrêt. Et ça va avoir des répercussions très graves pour l'Afrique. Et déjà, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a réduit presque de moitié ses premières prévisions de croissance, passant de 3,2% à 1,8%. Et peut-être même le 1,8% est un peu optimiste, puisqu'on ne sait pas encore où est-ce qu'on va, cette pandémie va s'arrêter. Et ensuite,
D'autres projections disent que l'Afrique risque de perdre jusqu'à 100 milliards de dollars de recettes d'exportation. Puisque, comme vous le savez, le pétrole est déjà au plus bas, le prix du pétrole est au plus bas, et la plupart des prix des matières premières vont également dégringoler. Et comme nous dépendons pratiquement aux 2/3 de nos exportations de matières premières, ça veut dire que nos recettes vont s'en ressentir. Et je pense que le chiffre de 100 milliards n'est pas exagéré, peut-être plus. Oui. Alors, dans ces conditions, évidemment, ça veut dire que le chômage, la situation économique et sociale va se dégrader au niveau des pays africains. Alors, si on vous suit, toutes les projections de croissance doivent être revues aujourd'hui. Oui, évidemment. Déjà, les grands producteurs de pétrole sont en train de revoir à la baisse leur budget, que ce soit le Nigeria, l'Algérie, l'Angola, entre autres, et nous aussi, bien sûr, puisque c'est une crise mondiale. Et nos économies dépendent trop de l'extérieur. Nous vendons trop à l'extérieur. Et ensuite, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, également dans nos industries et dans nos industries extractives en particulier, vont diminuer. Ce qu'on appelle l'aide publique au développement, qui avait déjà diminué au cours des 2 ou 3 dernières années, va diminuer davantage. Et si on met tout cela avec les recettes d'exportation qui vont diminuer de manière drastique, ça veut dire que nous serons dans une récession, dans une situation économique extrêmement, presque explosive. Déjà que beaucoup de pays africains ne sont pas en bonne santé sur le plan économique, et donc ça va s'aggraver. Là, il ne faut pas faire d'illusions. Oui, Demba Moussa Dembélé, il y a une sorte de couple entre l'aide publique au développement et la fameuse question de la dette. Justement, la demande du président sénégalais Macky Sall d'annuler la dette des pays africains pour cause de Covid-19 est-elle défendable? Oui, elle est défendable, Mamoudou, parce que d'abord, nous sommes parmi les pays les plus vulnérables. C'est un fait, pour un tas de raisons. Et ensuite, je pense qu'une partie de ces dettes a été contractée de manière pas tout à fait transparente et démocratique, et par conséquent, elle n'a pas beaucoup servi à améliorer les conditions de vie des populations. Et dans les circonstances pareilles, il est tout à fait légitime de demander l'annulation de la dette d'un certain nombre de pays. Les bailleurs de fonds multilatéraux, en tout cas, qui ont réagi, opteraient plutôt pour un allègement. Exactement, parce que le FMI et la Banque mondiale, dans leur communiqué, parlent d'allègement. Ils ne demanderont jamais l'annulation. Qu'est-ce qu'il faut? Une annulation ou juste un allègement? On peut faire les deux. On peut combiner les deux, hein, puisque l'allègement, ça permet au moins de différer les paiements pour un certain nombre d'années, 2 ans, 3 ans ou même plus. Mais une autre partie peut être annulée également, parce que nous nous adressons par exemple aux bailleurs bilatéraux. Certains d'entre eux peuvent dire non, nous on annule carrément, on ne diffère pas le paiement du service de la dette, mais on préfère annuler pour donner aux pays africains cet espace dont ils ont besoin pour faire face à cette pandémie. Donc on peut faire les deux. Alors, qu'est-ce qu'il faut annuler? Question d'enfant, le stock de la dette ou l'encours? Oui. Non, c'est le stock. Si on annule, ça veut dire que vous ne devez si j'annule votre dette, ça veut dire que vous ne me devez plus rien. Ce n'est pas seulement le service. Parce que si on annule le service, si le stock reste, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, vous allez payer une sorte d'allègement si on annule seulement le service. Oui. Donc l'annulation, c'est le stock. C'est-à-dire vous me devez 100 millions, écoutez, vous ne me devez plus rien, les 100 millions, je les annule pour vous permettre de les utiliser pour faire face à la pandémie, parce que votre population en a besoin à ce moment-là. Et donc l'annulation, ça s'adresse au stock.
Très bien. Alors, Demba Moussa Dembélé, on sait qu'à côté de la crise, il y a toujours des opportunités. Ma question donc est de savoir quelles seraient ces opportunités qui s'offrent au monde aujourd'hui. Et derrière, je sais que vous êtes très inspiré par Feu Samir Amin, altermondialiste, grand économiste qui est décédé il y a quelque temps. Il aurait dit quoi, Samir Amin, face à cette crise économique causée par le coronavirus? Samir Amin aurait dit tout net, changeons de modèle de développement. Voilà. Les politiques néolibérales ont conduit le monde à la catastrophe. On voit ce qui se passe aujourd'hui dans les pays européens. C'est ce modèle qui a conduit à pratiquement la marchandisation des systèmes de santé. Un modèle donc qui ne sait pas trop, qui n'a pas mis l'accent sur l'être humain. Un modèle qui n'a pas mis l'accent sur l'être humain, qui a mis l'accent sur la rentabilité, sur le profit, et qui a mené le monde, qui a creusé le fossé entre riches et pauvres. Et quand la concentration des richesses entre une poignée de main, vous avez suivi les différents rapports d'Oxfam chaque année au moment de Davos, quand quelques 10 personnes, la fortune de quelques 8 milliardaires équivaut à celle de la moitié de la population mondiale, ça n'a pas de sens. Et pour cela, cette crise est une opportunité aussi pour vous? Oui, effectivement, surtout pour les Africains, pour qu'ils repassent leur modèle de développement, pour que nous ne dépendions plus, pour qu'on ne continue pas à dépendre des matières premières. Il faut l'industrialisation. L'Afrique a besoin de s'industrialiser pour diversifier son économie, pour diversifier ses exports. Nous avons besoin de mobiliser davantage de ressources à l'interne, en taxant davantage les entreprises qui investissent notamment dans le secteur extractif. Très bien. Mais en taxant davantage également les fortunes, les grandes fortunes, parce que c'est comme ça qu'on arrive à mobiliser des ressources à l'intérieur et à dépendre moins de ce qu'on appelle l'aide publique au développement qui, à mon avis, est à mettre entre guillemets. Très bien. Merci Demba Moussa Dembélé, qui était donc l'invité diplomate ce soir. Peut-on vivre sereinement en côtoyant le coronavirus? Question centrale. Personnes atteintes comme épargnées par le virus sont psychologiquement très affectées, normal, vu la gravité de la maladie. Il y en a cependant qui font preuve d'un très grand courage. L'ancien ministre de la Communication, Moustapha Guirassy, qui est passé de cas malade à cas guéri, a marqué les esprits. Sa vidéo annonçant avoir été testé positif est celle porteuse de la bonne nouvelle de sa guérison, n'ont laissé personne indifférent. Le fait insolite n'a pas échappé à la totale. C'est un sujet d'Oumar Khan, Pape Mafalfal. Certains se cachent parce qu'ils sont ou pourraient être porteurs du virus Covid-19 ou juste parce qu'ils sont des cas suspects. D'autres en parlent sans complexe ni gêne. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous et que Dieu nous protège. J'ai été testé positif au Covid-19 et actuellement, je suis à l'hôpital de Diamniadio. Je rends grâce à Dieu. Une communication que ce psychologue a beaucoup appréciée parce que, dit-il, elle vient régler 3 problèmes en même temps. Là, au moins, ça va permettre aux Sénégalais lambda qui nie encore l'existence de cette maladie-là, de pouvoir se dire effectivement, en définitive, cette maladie-là existe. La deuxième dimension, sa communication, je l'ai vu calme et très serein. Si aujourd'hui, lui, il parvient à être atteint et à expliquer de manière sereine sa maladie, ça peut également apaiser les consciences des Sénégalais. La troisième dimension est le fait qu'il y a beaucoup aujourd'hui de personnes sénégalais, effectivement, ont un peu honte d'être atteints de cette maladie-là.
Alors ces gens-là qui sont parmi nous aujourd'hui, ils leur montrent que vous n'avez pas besoin d'avoir honte de cette maladie-là, parce que moi-même, je suis atteint de cette maladie comme tout autre Sénégalais. Plus, décomplexer sa maladie est une source de soulagement et pourrait même accélérer la guérison. Le fait de parler de sa maladie, effectivement, donne une certaine tranquillité, n'est-ce pas, psychologique, qui permet à la personne de guérir. Plus vite que prévu en réalité. Parce que comme je te l'ai dit, la maladie, elle n'est pas le plus souvent que physique, elle est également psychologique. Oui, le coronavirus est en train de faire des ravages dans le monde et d'installer ses tentacules un peu partout au Sénégal. Mais le combat ne se gagnera pas avec la peur, mais plutôt avec sérénité et responsabilité. Le reportage animalier, le pangolin serait par qui le malheur de l'humanité serait arrivé. Le pangolin responsable donc de la pandémie, c'est une hypothèse. Les chercheurs sont en train de chercher et nos reporters, eux, tentent de faire le portrait de la petite bête, Kessendour. Il a des écailles de serpent, mais c'est un mammifère. Quadrupède, certains ne marchent que sur deux pattes. On en trouve des petits, mais aussi des grands. Beaucoup d'entre vous n'en ont sûrement jamais vu, et pourtant les forêts africaines et asiatiques regorgent de pangolins. Le braconnage a fait que ces pangolins-là sont en voie d'extinction. Actuellement, nous disposons de 7 espèces qui sont encore là. Il faut savoir que les 4 espèces qui sont ici en Afrique, nous distinguons d'abord le pangolin géant, qui est le plus grand pangolin entre toutes les espèces de pangolins. À part le pangolin géant, vous allez retrouver le pangolin du Cap, qui est juste un peu plus petit. Après le pangolin du Cap, vous allez retrouver les autres pangolins, même les pangolins d'Asie. Si vous prenez le pangolin géant et le pangolin du Cap, ces deux-là sont plus terrestres. Et lorsque vous prenez le pangolin à écailles à 3 pointes et le pangolin à longue queue, ces deux espèces-là sont à tendance un peu abricole. C'est-à-dire ils vivent sur les arbres. La réalité, ces pangolins-là, c'est qu'ils ont une longue langue. Vous allez voir même chez le pangolin géant que la langue peut aller jusqu'à 70 cm. Cette langue est au repos. Elle se rétracte et va jusqu'au même au niveau du thorax. Donc c'est quand ces mammifères veulent manger qu'ils sortent la langue jusqu'à aller chercher les termites et les fourmis. Le pangolin arpente donc les chemins terreux et les branchages feuillus des forêts pour les débarrasser de leurs insectes. Et que ce soit en hauteur ou au ras du sol, les curieux sont nombreux. Tigres, lions, hyènes ou phacochères, face aux prédateurs, le fourmilier n'a qu'une seule technique, le repli. Le pangolin, son seul moyen de défense, c'est de s'enrouler et de disposer de ses écailles qui sont recouvertes sur son corps en fait. Donc ces grands félins-là, comme ils sont assez doués, donc, ils usent d'une bonne manière pour vraiment l'attaquer et en fait essayer de dérober l'animal. Parce que vous allez remarquer au niveau de la face ventrale de l'animal, il n'y a pas d'écailles. Donc arrivé à là, c'est une zone sensible. Donc quand ils arrivent à là, ils arrivent effectivement à achever l'animal. S'il y a une chose qui, 1, lui coupe l'appétit et sur laquelle, 2, se rouler en boule n'a aucun effet, c'est bien l'homme. Notre compagnie stresse le pangolin qui nous fuit consciencieusement. Et si sa peau écailleuse, ses longs ongles et sa langue collante ne le rendent pas très attractif à nos yeux, le pangolin est pourtant bien en voie de disparition. En Afrique comme en Asie, on consomme sa chair, mais ce sont ses écailles qui sont le plus précieuses. La particularité de ce seul mammifère-là qui est doté d'écailles sur le corps. Vous prenez la Chine, qui est un grand pays consommateur de pangolins. Ils aiment aussi les écailles pour eux, que ces écailles-là ont des vertus, je ne sais pas, traditionnelles et autres. Donc ces écailles-là peuvent coûter à $3,000 le kilogramme. Donc ce qui fait que ces pangolins-là sont assez pourchassés. Depuis quelques semaines, la célébrité du pangolin est montée en flèche.
Et s'il fait tristement l'objet de toutes les attentions, c'est parce que certains chercheurs pensent qu'il pourrait avoir servi de vecteur de transmission de la Covid-19 à l'homme. Kessène Ndour, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Des images tirées du net et cela rassure tout le monde. Vous n'avez pas rencontré le pangolin. Non. Alors, pourquoi les écailles du pangolin sont si prisées ? Eh bien, déjà parce qu'aujourd'hui, on n'en trouve plus tellement. Donc, par définition, ce qui est rare est cher. Et au-delà de ça, effectivement, dans la médecine traditionnelle, on prête à ces écailles des vertus thérapeutiques, notamment pour la virilité des hommes ou pour favoriser les montées de lait chez les femmes. On en fait également des chips. C'est utilisé en fait dans plein de secteurs alimentaires, je dirais, différents. Et pourtant, l'efficacité de ces écailles n'ont jamais été prouvées par aucune étude, et ce, quelle que soit la maladie. Des écailles aux vertus curatives, ce que semble dire donc le vétérinaire. Mais là, en l'occurrence, c'est une maladie qu'elles nous ont amenée. Oui, parce qu'en fait, les chauves-souris et les pangolins sont les deux seules espèces animales à avoir le coronavirus dans leur corps. Donc, ce sont comme des porteurs sains, les patients zéro. Bon, on se doute, on est presque sûr que la chauve-souris, elle, est à l'origine du coronavirus. En revanche, en ce qui concerne le pangolin, son rôle dans la transmission n'a pas encore été clairement établi, mais les études se poursuivent et ce coronavirus est très proche de celui qu'on retrouve chez l'homme. Des analyses ont été faites sur les souches, donc au niveau génétique, et c'est vrai que ces virus présentent 82 à 95% de similarité avec le coronavirus humain. Mais par contre, en revanche, ce qu'il faut souligner, c'est que cet animal est totalement inoffensif et que même pendant des siècles et des siècles, parce que le pangolin a plusieurs millions d'années, il a été très utile. On l'a vu dans le reportage, il mange des fourmis et des termites. Et ces insectes, on le sait, ont tendance à ronger les fondations de nos habitations. Donc en Afrique ou en Asie, en fait, c'était un chasseur naturel pour tous ces insectes et ça permettait de garder nos bâtisses bien droites. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. On utilise des pesticides qui, on le sait, ont tout un tas d'autres conséquences écologiques, etc. Mais le fait est qu'effectivement, aujourd'hui, on se demande quelle est la dangerosité réelle du contact avec cet animal. Alors, le pangolin, on n'en entendait pas tellement parler jusqu'ici, c'est donc qu'il ne nous est pas très utile. Pourquoi est-ce qu'on ne les laisserait pas s'éteindre, d'autant plus que maintenant qu'ils nous rendent malades? Eh bien justement parce qu'ils permettent de se débarrasser de tout un tas d'insectes, tout comme les coccinelles éloignent et mangent les insectes sur les feuilles. Eh ben le pangolin nous était utile, encore une fois, pour garder nos bâtisses bien droites. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus, on a trouvé d'autres solutions, mais qui risquent également d'avoir des conséquences. Et on le voit aujourd'hui sur notre alimentation, sur les maladies qui se développent. C'était un animal très très utile et aujourd'hui, il est en voie de disparition et il est en train de nous rendre malades. Ce n'étaient pas forcément des animaux à consommer et on s'en rend compte aujourd'hui, raison pour laquelle on essaye de les supprimer tout bonnement des marchés du monde parce qu'on en trouve encore, notamment au Gabon, mais aussi en Chine. On l'a vu avec le départ du coronavirus, mais il faut savoir qu'il est consommé également ici en Afrique sous forme principalement de soupe, de bouillon, de ragoût, mais qu'il est tout aussi dangereux de le consommer en Afrique qu'en Chine. Je n'ai pas envie de te dire bon appétit. Tu ne mangerais pas du pangolin? Pas tellement, non. Moi non plus, Kessène. Je pense que ça nous a un peu coupé l'appétit à tous ces derniers temps. Mais encore une fois, au départ, ce n'était pas un animal, un prédateur pour l'homme. C'est simplement ce que nous, on en a fait qui pose problème. Le portrait du pangolin, il fallait y penser. Effectivement. Merci Kessène. La semaine prochaine, on dira... Peut-être le dromadaire. Très bien, oui. Il est peut-être plus sympa. On en trouve ne sait jamais. Lui aussi, il ne le transmet pas, j'espère, parce que c'est la psychose maintenant non, avec ce coronavirus. Non, a priori, on n'a pas encore de preuve que le dromadaire soit dangereux pour l'homme. Ça sera l'occasion de respirer un peu. À dos de chameau cette fois-ci. Vous allez quitter tout doucement ce studio Kessène Ndour. Merci. C'est la fin de la totale. Rédaction en chef, Khalifa Diakhaté. Réalisation, Mass Mboup. Merci à toute l'équipe de techniciens et de journalistes qui ont rendu possible cette totale.
Ne quittez pas, restez avec ITV. Boubacar Diallo, dans quelques instants, sera avec vous pour vous accompagner avec Viviane Dour, tous à la télé. Et puis plus loin, ce sera Padros, la star qui monte, on peut le dire ainsi. Couvre-feu, ne sortez pas, restez chez vous. ITV vous accompagne. Bonsoir, à la semaine prochaine.